Bonsoir et bonjour à tous pour ceux qui sont déjà dans le jour. Merci encore un grand merci pour tous vos commentaires, toutes vos réactions, toutes vos questions et toutes vos réponses aussi que je reçois en privé et parfois sur le mur directement de la vidéo. Donc on va continuer sur notre chronique Les minutes politiques. Pourquoi on fait cela? Pourquoi j'ai initié cela au sein du mouvement? Parce qu'on a un objectif qui est de proposer, déclencher ou entraîner un changement politique au Congo. Ce changement nécessite, on va dire, une organisation, nécessite un parti, un mouvement citoyen. Et ce mouvement, il faut bien savoir, il faut bien connaître, il faut bien comprendre sur quoi il est basé, sur quel concept politique il est basé, quelles sont les idées qui construisent ce mouvement et quelles sont, entre guillemets, les mises en œuvre qu'on souhaite faire pour pouvoir réussir un changement efficace, notable et qui puisse marquer concrètement l'histoire du Congo. Donc c'est pour ça, dans le souci de démystifier un peu la fonction politique, surtout en Afrique, où on a l'impression qu'être président, c'est être inaccessible. On a l'impression que ceux qui sont, on va dire, de la trempe du présidentiable sont inaccessibles aussi. On crée des mouvements, on propose à distance des idées, mais à aucun moment il n'y a la confrontation avec les concitoyens, à aucun moment il n'y a d'échange avec les éventuels électeurs, et à aucun moment il n'y a, on va dire, de volonté de confronter les idées avec d'autres candidats ou d'autres opposants ou d'autres partis politiques. Donc, l'idée l'idée de cette chronique est justement de venir de manière, on va dire, ouverte, décomplexée, sans mise en œuvre, sans tricherie, sans maquillage, sans rien de tout ça, se confronter directement à vous autres qui êtes non pas simplement des électeurs, mais aussi des personnes d'opinion et de pensée, pour voir que la conceptualisation politique n'est pas une notion qui est que nationale, c'est une notion qui peut s'exporter, comme on a pu le voir avec le socialisme à l'époque, le communisme ou encore le libéralisme. On est en train, nous, d'essayer de créer une conceptualisation différente qui consiste à dire que quoi? Que la politique ne peut se faire sans imbrication, sans lien fort et étroit avec la spiritualité. Pour moi, c'est ma spiritualité. Donc l'idée du mouvement, l'idée du programme, qu'on appelle les 10 contrats, est justement d'allier les deux. Et il n'y a pas plus important que la question que nous allons aborder aujourd'hui. Une question qui m'a déjà été posée par plusieurs personnes de plusieurs moments maintenant, il y a quelques années en arrière. Et je pense que le moment est venu de l'aborder simplement et de poser les bonnes questions. Les réponses, on va dire, elles sont plus complexes dans la mesure où les réponses ne suffisent pas tant qu'elles n'ont pas été mises en œuvre. On va apporter des éléments que moi j'estime être nécessaires pour une bonne mise en œuvre. Donc pour tous ceux qui avaient eu le temps de regarder le message d'annonce que j'ai fait pendant la semaine, j'ai parlé de la possibilité de chacun d'entre vous d'aller voir un lien qui a été publié par un profil Facebook où on voyait donc l'ancien président congolais, le maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, qui intervient. Et il avait un rêve, une vision, qui était de remettre au milieu de la cité l'authenticité africaine. Un grand débat, un grand projet. On va commencer plutôt par l'authenticité congolaise. Et dans son intervention qu'on voit en 2 minutes, il a une phrase qui est clé, une phrase choc. Il dit: je n'ai jamais vu aucun juif porter un nom congolais et il ne comprend pas pourquoi lui, en tant que Congolais, il devrait porter un nom juif. Donc je pense qu'il voulait sous-entendre un nom judéo-chrétien, puisque lui-même s'appelait Joseph Désiré avant de changer son nom en Mobutu Sese Seko. Donc l'idée est de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire. Son idée, c'était de dire: j'estime que nous devons avoir une culture à nous, basée sur notre histoire, sur nos valeurs, sur nos mœurs. Son idée était aussi d'exproprier ceux qui étaient présents dans le pays et qui étaient majoritairement des Belges issus de la colonisation
du jour au lendemain, comme c'est expliqué pour ceux qui ont pu le voir sur le lien envoyé. Son idée était de créer une authenticité tant dans les noms, tant dans l'habillement, tant dans le mode de fonctionnement culturel. Donc la question est de savoir où il s'est trompé. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a au moins devant vous un juif qui porte un nom congolais, Kitoko. À l'heure actuelle, il y a au moins des centaines de milliers de Congolais de par le monde ou au Congo qui s'appellent Mohamed, ou qui s'appellent Richard, qui s'appellent Olivier. À l'heure actuelle, au Congo, on a toutes les multinationales du monde, depuis les États-Unis, en passant par la Chine, par la France, par Israël, qui sont présents. Aujourd'hui, au Congo, on a un problème profond dans l'identité congolaise. On ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait plus ce qu'elle est. Pour ceux qui sont, on va dire, d'un certain bord nationaliste, on estime que le Congo est envahi par le Rwanda. Pour ceux qui sont, on va dire, d'un bord par des raisons économiques de la diaspora, ils estiment qu'aujourd'hui le Congolais se mélange et se mêle au peuple et au pays dans lequel il se trouve, du moins en diaspora. Donc une question très complexe qu'on va essayer de décortiquer rapidement pour que vous ayez du moins en tête quelle est la vision que le mouvement que je fonde et que je préside essaie d'apporter et quelles sont les solutions à mettre en place. La première chose qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment la clé de voûte de la vision du mouvement Bisso na Bisso, c'est que la politique ne peut fonctionner, le politicien ne peut fonctionner sans une vision claire, précise dans sa spiritualité. Pourquoi cela est important pour nous? Parce que la spiritualité est là déjà pour marquer une certaine volonté du dirigeant politique de s'annuler devant une force divine. Ça veut dire quoi concrètement? On a aujourd'hui, dans toutes les religions, on a des franges qui considèrent la politique comme étant la poubelle de l'humanité. Là-bas se trouvent les plus grands voleurs, là-bas se trouvent les plus grands menteurs, là-bas se trouvent ceux qui dénigrent et déconsidèrent leur population, là-bas se trouvent les plus grands mafieux, là-bas se trouve, là-bas se trouve, là-bas se trouve. Et on peut faire une liste comme ça jusqu'à demain matin. Et tout ça est vrai. Mais la question que je pose, est-ce que parce que ce domaine-là est un domaine où on trouve tout ce type de personnes-là, tout ce type de personnes-là, est-ce que cela veut dire que ce domaine qui est la politique vaut moins que d'autres domaines qu'on appellerait, on va dire, religieux? Est-ce que ça ne serait pas plutôt le contraire? Est-ce que ça ne serait pas le domaine par excellence auprès duquel il faudrait concentrer toute son attention et toutes ses forces? Pour ma part, je me positionne dans la deuxième partie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la seule science, on va dire, parmi les sciences humaines qui tend à respecter la spiritualité, ou qui, dans sa conceptualisation, se doit de respecter la spiritualité, c'est la politique. Pourquoi? Parce que pour ceux qui croient et qui estiment qu'il y a un créateur suprême qui a créé tous les hommes, d'où qu'ils viennent, de quelle couleur qu'ils soient, de quelque langue que ce soit, si ce créateur a créé cette humanité et qui met à la tête de cette humanité des personnes qui doivent la diriger, soit sous forme de royaume, soit sous forme de nation, soit sous forme de. On comprend que la chose la plus essentielle pour celui qui crée une chose est de regarder qui va s'occuper de cette chose-là. Donc la politique devient l'outil essentiel par lequel beaucoup de choses vont se dévoiler, beaucoup de choses vont exister. Et c'est pour ça que l'histoire spirituelle d'un peuple, l'histoire spirituelle d'un pays, l'histoire spirituelle d'une nation ne peut se faire sans marqueur politique. Donc, revenons à Mobutu. Sa vision était bonne, mais erronée dans l'application. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des franges chez les Congolais, même dans d'autres cultures africaines, qui ont épousé ce genre de vision et qui sont devenus même aujourd'hui les porte-flambeaux d'un racisme anti-blanc ou anti-étranger tout simplement. Et parfois même un racisme anti-noir. On assiste par exemple à des postures qui sont abracadabrantesques quand ils te disent par exemple qu'il est interdit à toute femme noire de se défriser les cheveux,
ou quand ils traitent avec beaucoup de virulence toutes celles qui se blanchissent la peau. Donc, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, je donne juste la place aux libertés individuelles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que toute la possibilité que Mobutu avait de créer l'authenticité africaine ne pouvait exister que s'il avait au préalable installé un socle solide spirituel. Ce socle-là, comment l'installer? Ça, c'est déjà une partie de la réponse que je vais apporter, parce qu'il n'a pas construit cela. Quand on voit les 40 années et un peu plus de son règne au Congo, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas une construction spirituelle solide. Il y a une volonté de remettre la tradition, mais la tradition sans la spiritualité n'équivaut à rien. On peut avoir des bonnes idées au début, mais à la fin, on se retrouve à vivre ce qu'on voulait éviter au départ. La tradition. Aujourd'hui au Congo, il y a plus de 400 ethnies. 400 ethnies qui, à peu près, ont chacune leur langue. On a défini au Congo qu'il y avait majoritairement le français comme étant la langue administrative, le lingala comme étant la deuxième langue du pays, reléguant au niveau 3 à 4 le swahili, le chiluba. Donc, toutes ces langues-là ne sont pas au même niveau que le lingala. Donc, on se retrouve maintenant dans une posture où on demande, si on pouvait lui demander à Mobutu, comment tu fais? Comment tu mets en place une authenticité, pas africaine déjà, commençons congolaise, avec autant de disparités, avec autant de différences, avec autant de précisions qui parfois se contredisent entre ethnies. Prenons un exemple tout bête. Au Congo, parmi les 400 tribus, il y en a une qui est férue de ce qu'on appelle les Nzoloko. Nzoloko, c'est des scarifications. Des scarifications qui se manifestent par la volonté, dès la naissance de l'enfant, de donner à l'enfant, entre guillemets, une posture tribale qui est marquée par des cicatrices à ce niveau-là. La question en est de savoir, est-ce que ceci est une bonne chose ou une mauvaise chose? Comment on fait pour le savoir? Ou encore d'autres rituels d'initiation, d'autres rituels, on va dire des rites de base pour intégrer telle ou telle personne dans telle ou telle communauté. La question que je pose, à quel moment on est capable de dire que cette chose-là est bonne ou si cette chose-là elle est mauvaise? Pourquoi? Parce que quand on construit un socle commun et que ce socle-là doit être spirituel, on doit avoir un éclairage qui soit clair. Un éclairage sur lequel je me répète, mais un éclairage qui soit du moins évident. Et pour ça, Mobutu manquait d'un marqueur commun. Et j'estime pour ma part qu'il faut aujourd'hui construire, on va dire, de manière beaucoup plus forte que ce qui a été fait par le passé, un conseil des sages, mais un conseil tribal qui aurait autant d'importance qu'un conseil ministériel ou qu'un conseil constitutionnel. Parce que ces sages-là qui aujourd'hui sont au fin fond de la brousse congolaise, qui aujourd'hui sont au fin fond des villes qui sont inaccessibles parfois par la route, portent une tradition. Une tradition qui se veut, entre guillemets, éparse, parce que l'Empire Congo était immense. Il faut que ces personnes-là s'asseyent. Il faut coucher sur papier toute cette tradition orale que nous avons. C'est ce que j'appelle pour moi le projet Mishnah. Mishnah, c'est dans la tradition juive, on va dire un livre dans lequel toute la tradition orale a été retranscrite par écrit. Celui qui a fait cela s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi. C'est ce qui nous a manqué, c'est ce qui nous manque. La retranscription écrite de notre tradition orale. Mais ce n'est pas suffisant. La tradition juive explique une chose. Explique que tout le temps où les Hébreux étaient présents en Égypte, ils ont gardé 3 choses. Ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue et ils ont gardé leurs vêtements. La clé pour on va dire, une identité, pour qu'une identification, pour qu'une authenticité soit marquée, claire, visible et ne bouge pas selon les circonstances de l'histoire, selon les circonstances du temps,
il faut que ces trois choses-là demeurent. Pourquoi moi, en tant que juif aujourd'hui, j'utilise particulièrement cet aspect-là comme étant, entre guillemets, l'aspect clé pour réussir l'évolution de l'authentification congolaise. C'est parce que la première religion monothéiste reste le judaïsme. Pour nous autres qui sommes africains, par exemple, ou les familles juives, ou d'autres familles, on va dire, musulmanes, on sait que la place de l'aîné dans la maison est une place essentielle et qui ne change pas. Dans la pratique monothéiste, le judaïsme est la religion qui a apporté au monde une rigueur pour s'éloigner de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ça veut dire que dans le judaïsme, il y a déjà toutes les solutions pour tous les peuples. Et quand je dis ça, je ne dis pas cela par formulation ou par, on va dire, phrase choc, je dis cela parce que dans le judaïsme, je trouve le Congo. Dans le judaïsme, je vois la structuration possible pour l'authentification et, on va dire, l'authenticité de la culture africaine et de la culture congolaise. Ça veut dire que si nous voulons aujourd'hui au Congo être capable de construire une identité congolaise, il faut être capable de garder nos noms, nos vêtements et puis notre langue. Mais tout ça, c'est un travail colossal qui demande des marqueurs. Mais quels marqueurs aujourd'hui on peut trouver entre le Congo d'un côté qui veut et ces Congolais qui veulent garder leur identité et exister dans le monde en étant marqués comme les Congolais, et de l'autre côté, une religion monothéiste qui nous dit clairement que le monde, quand il veut se coller à la spiritualité unique qui est pas idolâtre, doit considérer telle et telle chose. Et c'est sur ce point que je vais finir. Il y a aujourd'hui un mouvement qui se met en place et qui existe de plus en plus, qu'on appelle les Bnei Noach, les fils de Noé. Les gens estiment, ceux qui font de ce mouvement et qui fonctionnent avec ce mouvement, que ce mouvement, dans l'énonciation, on va dire, de ce que dit là-bas la Torah dans le livre de la Genèse, dans le livre de Bereshit, dit là-bas que tous les peuples du monde doivent au moins observer 6 lois noachides, 6 lois issues de Noé, 7 lois noachides, 7 lois issues de Noé, pardon. Et ces 7 lois-là sont le constituant de, on va dire, d'un socle d'un vivre ensemble. OK. Concrètement, ce que moi j'ai à dire dans ce qui manque dans ce genre de mouvement, c'est que ces mouvements ne considèrent pas les peuples dans leur authenticité. C'est bien de dire à un Congolais, OK, tu ne veux plus être idolâtre, observe les lois de Noir, mais concrètement, je suis Congolais. Comment ces lois-là rentrent en corrélation, rentrent en cohabitation avec la culture qui est la mienne? Ce qui veut dire que dans le mouvement que je fonde, dans le mouvement que je préside, l'objectif n'est pas simplement de dire aux gens, écoutez, on a 400 tribus, on a 400 cultures qu'il va falloir assembler. Non, l'objectif est de dire, OK, comprenons au niveau mystique, comprenons au niveau spirituel. Est-ce que telle et telle pratique est à l'avantage de la population congolaise? Est-ce que telle et telle mentalité, est-ce que tel et tel comportement par rapport aux femmes, par rapport aux enfants, par rapport à la nature, par rapport à ci et à ça, sont pour le bien du collectif? Et s'asseoir les heures qu'il faudra, les années qu'il faudra pour arriver à compiler ce qui constituera la force positive de la nation congolaise. Donc c'est là, pour moi, le point important, c'est partir d'une base où on utiliserait ces lois noachides, mais on rentrerait en profondeur dans ce qu'elles ne disent pas, ou dans ce qui ne se dévoile pas au premier regard, pour construire justement la direction qu'il faut donner à une population de plus de 80 millions d'habitants, dans un pays qui est 5 fois plus grand que la France, avec 400 tribus et autant de langues que possible, et avec une influence régionale qui est colossale. Et je voulais, par cette vidéo, vous exprimer donc cette réponse qui est simple. Pour moi, l'authenticité africaine, l'authenticité congolaise, celle-là même que, pour parler de l'authenticité africaine, celle-là même que Sankara avait aussi voulu à son époque, ne peut se faire sans des marqueurs qui permettent de voir quels sont les concepts, quels sont les préceptes spirituels qui sont à la faveur de toute la nation. Et à partir de là, il y a besoin de construire. Mais pour cela, il est primordial et impératif
de construire un conseil des sages, un conseil tribal, au sein duquel seront entendues et écoutées toutes les traditions qui se trouvent présentes au Congo. Et à la fin, trancher et sortir peut-être ce livre, cet écrit qui sera la clé de voûte pour tous les Congolais, là où ils seront, dans n'importe quelle génération, dans n'importe quel temps, peu importe où, ils sauront que nous, en tant que Congolais, l'application de ces marqueurs positifs pour nous se manifeste dans ce livre-là ou ces livres-là. Un travail colossal, mais qui, à mon sens, est essentiel pour marquer la spiritualité positive inclue dans la politique de chaque peuple et de chaque peuplade. Merci à vous. Je regarderai vos réactions et je répondrai dès que possible. Et je vous dis à très vite pour une autre chronique des minutes politiques. À bientôt. Bye.